Imaginez un homme qui a vu défiler les secrets des grandes négociations entre Paris et Moscou, un témoin direct des relations tumultueuses entre deux puissances majeures. Que révèle Alexandre Orlov, cet ancien ambassadeur de Russie en France, sur le conflit russo-ukrainien et les erreurs de la diplomatie française? Aujourd'hui, nous plongeons dans les coulisses des relations franco-russes à travers les yeux d'Alexandre Orlov, une figure centrale de la diplomatie. Ancien ambassadeur de Russie en France et ex-représentant permanent au Conseil de l'Europe, Orlov a été un témoin privilégié des interactions entre les dirigeants des deux nations, de Brejnev et Pompidou à Macron et Poutine. Dans une récente interview, il n'hésite pas à tirer la sonnette d'alarme sur le conflit russo-ukrainien, qu'il analyse comme un révélateur des failles profondes de la diplomatie française. Selon lui, les racines de ce conflit sont complexes, mêlant des tensions historiques, des désaccords géopolitiques et une guerre de l'information qui polarise les opinions. Mais ce qui interpelle le plus dans ses propos, c'est sa critique acerbe de la France. Selon Orlov, les politiques étrangères menées sous François Hollande et Emmanuel Macron ont marqué un tournant négatif. La France, autrefois reconnue pour sa capacité à dialoguer avec Moscou, aurait selon lui perdu son rôle de médiateur. Les opportunités de désescalade auraient été négligées au profit d'une approche qu'il juge parfois idéologique et mal préparée. Encore une fois, on revient à il y a 30 ans. La Russie, l'Union soviétique disparaît. La Russie nouvelle choisit l'économie de marché. Et ce passage de l'économie d'État socialiste à l'économie de marché était extrêmement pénible. Violent. Des Ouais. gens se sont ruinés. Il y avait vraiment, l'économie était par terre en Russie. Partout, il y avait des conseillers américains, comme en Ukraine aujourd'hui. Absolument la même chose. Et puis, à l'an 2000, un certain Poutine apparaît, que personne ne connaît, et progressivement, il a payé toutes les dettes, et puis il a chassé tous les conseillers américains. Il a remis la Russie debout. Et ça, c'est pour ça qu'il est détesté par les Américains. C'est pour ça qu'ils veulent se débarrasser de Poutine à tout prix, mais aussi c'est pour ça que Poutine est aimé par les Russes, puisqu'il a rendu la fierté nationale, la force, l'indépendance à ce pays. Voilà, c'est ça l'origine du conflit. Et il faut le comprendre. Tout d'abord, je dirais que cette déclaration du ministre des Affaires étrangères français ne fait pas peur du tout aux Russes. Tout simplement, ces déclarations ne sont pas prises au sérieux à Moscou, puisqu'ils sont tellement irresponsables qu'on a peine à y croire. Puisque si nous savons déjà que depuis le début du conflit, la France, de facto, est un pays co-belligérant, puisqu'il livre des armements aux Ukrainiens. Maintenant que les Ukrainiens ont reçu des missiles de longue portée et qu'ils peuvent les utiliser contre les Russes, ce sont des spécialistes français, britanniques et américains qui sont sur place pour programmer ces missiles, puisque les Ukrainiens ne peuvent pas les programmer. C'est-à-dire le choix des cibles, le lancement de ces missiles contre la Russie se passe avec la participation directe des Français, des Britanniques et des Américains. Écoutez, la France est très largement impliquée dans cette guerre contre la Russie. Et ce que dit M. Baron, je crois, Oui, Jean-Noël Barrot. écoutez, les Russes, on ne prend pas ça au sérieux. De toute façon, ça ne peut pas changer le cours du conflit, le cours de la guerre. Vous savez qu'actuellement, les troupes russes avancent d'une façon constante au Donbass pour libérer entièrement les régions, 4 régions, c'est les régions de Donbass, de Lugansk, de Kherson et de Zaporozhye, qui ont rejoint depuis la Fédération de Russie. Et le président Poutine a mis comme objectif de libérer entièrement ces régions jusque leurs frontières administratives avec d'autres régions de l'Ukraine, ce que nous sommes en train de faire. Et nous progressons. Il y a eu cette incursion ukrainienne dans la région de Koursk. Maintenant, ils subissent là des pertes très 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 lourdes et je crois que d'ici peu, ils vont être chassés de cette région aussi. C'est-à-dire, sur le terrain,
les Russes sont en train de gagner la bataille. Bien sûr, c'est une escalade supplémentaire. Je crois que c'est une escalade aussi bien militaire que politique. Et je crois qu'une des raisons pourquoi le président Biden a pris cette décision, c'était justement de compliquer la tâche de son successeur, le président Trump, qui veut bien en finir avec ce conflit. Alors il fait tout pour compliquer la tâche du président Trump, puisque toutes ces frappes, bien sûr, elles sont regrettables, mais ils ne peuvent pas changer la guerre, elles ne peuvent pas changer le cours des opérations. Ceci était, je dirais, adéquate. Nous avons utilisé notre nouveau missile des moyens portés, qui est appelé en russe Adeshnik, qui est un missile qui n'a pas d'équivalent ni chez les Américains, ni encore plus chez les Européens. C'est un missile hypersonique qui peut frapper n'importe quel point sur le continent européen. Il a 15 minutes pour aller jusqu'à Londres, 15 minutes pour aller à Berlin, c'est-à-dire vraiment. Et le président Poutine, justement, a dit « Attention, si vous continuez à tirer sur la Russie avec des missiles de longue portée, nous allons répondre, et pas uniquement sur l'Ukraine, mais aussi sur les installations militaires des pays qui ont autorisé de lancer ces missiles contre nous. C'est-à-dire les États-Unis, leur installation militaire en Europe, la Grande-Bretagne, la France sont menacées par les frappes de riposte. Moi, c'est vrai que j'ai consacré pratiquement toute ma vie à des relations franco-russes. Pendant 46 ans, j'ai travaillé dans les affaires bilatérales. J'ai commencé sous Pompidou, j'ai terminé sous Macron. Alors j'ai vu tous ces 7 présidents français. Et je peux dire que malheureusement, le niveau des présidents, le niveau des hommes d'État français baissait continuellement. C'est-à-dire après Chirac, il y a eu vraiment une nette rupture. C'est une autre génération qui est venue au pouvoir. La génération qui n'a pas connu la Deuxième Guerre mondiale, puisque aussi bien Giscard d'Estaing, Mitterrand, Chirac, ils ont connu la guerre, ils ont même participé à cette guerre, ils savaient ce que c'est une guerre. Pour les autres, c'est quelque chose de complètement virtuel, un peu infantile. Et je pense que aujourd'hui, je suis vraiment sidéré par l'ignorance des hommes d'État actuels de l'histoire de l'Europe et de la Russie tout à fait récente. Je crois qu'ils ne comprennent pas la nature du conflit. Ils parlent des conquêtes territoriales russes en Europe. C'est ridicule. La Russie est déjà le plus grand État du monde. On n'a pas besoin des terrains. On a la moitié de nos superficies qui est très peu peuplée. On n'a pas besoin de terrain. Mais, alors, je crois que l'origine de ce conflit remonte, il y a 30 ans, à la fin de l'Union soviétique. Le 25 décembre 1991, Mikhail Gorbatchev, qui était le dernier président de l'Union soviétique, a démissionné. Et avec lui, l'Union soviétique a pris fin. L'État s'est éclaté. S'est éclaté en 15 États indépendants, qui étaient avant des républiques, qui vivaient ensemble depuis 1922 et même bien avant. Vous savez que l'Ukraine et la Russie, c'était... quand le Poutine dit que les Russes et les Ukrainiens, c'est le même peuple, il a complètement raison. C'est le même peuple. On a des millions de familles mixtes. C'est tellement intermêlé entre nous que, reconnaître, bien sûr, nous sommes prêts à reconnaître l'indépendance de l'Ukraine, sa souveraineté, mais au moment de l'indépendance, il fallait bien corriger des frontières, parce qu'il y a des terres russes, habitées par les Russes, qui étaient rattachées à l'Ukraine au sein du même État. Et les frontières administratives, ce sont les frontières administratives, comme aujourd'hui entre les régions de France. Vous les traversez sans remarquer. C'était la même chose au début. Et je crois que si les Ukrainiens étaient plus intelligents, il aurait fallu faire de l'Ukraine un État fédéral,
puisqu'il y a plusieurs ethnies qui vivent dans cet État composite. Il y a les Russes qui sont la majorité, il y a des Hongrois, il y a des Polonais, il y a des Roumains. Alors il aurait fallu donner à tous ces gens, tous ces peuples, une certaine autonomie culturelle, qu'ils puissent parler leur langue. Et ceci n'a pas été fait. Malheureusement, ces gens ne connaissent pas l'histoire. Il faut qu'ils lisent un peu l'histoire, les manuels d'histoire, pour savoir que l'Ukraine, c'était un État, comme État-nation, n'a jamais existé. Jamais existé. Le nom même, Ukraine, c'est Ukraine, la limite. C'était la limite de la Russie, tout simplement. C'était la frontière de la Russie avec le monde extérieur. Et nous, on n'a rien contre l'Ukraine. Mais si ils ont choisi à ne pas respecter les particularités des nationalités qui vivent au sein de l'Ukraine, il fallait venir à leur secours. Et là, je peux faire une certaine parallèle avec la France et l'Algérie. Vous savez qu'à un certain moment, en 1962, la France est partie de l'Algérie. Elle a lâché, elle a quitté tous les Français qui habitaient en Algérie, des harkis qui travaillaient avec eux, qui étaient complètement abandonnés. Le général de Gaulle a dit « je vous ai compris », a fait le contraire. Poutine a été placé dans la même situation, puisque en Ukraine, qui est devenue un État indépendant, il y a eu des millions de Russes dont les droits n'ont pas été respectés par les autorités de Kiev. Il a dit, écoutez, il faut quand même respecter leurs droits. Et on a fait les accords de Minsk. Les accords de Minsk qui ont été signés en 2014 en présence de Hollande et Merkel, qu'ils ont garanti, oui, ces accords seront appliqués. Ils n'ont été jamais appliqués. Et pire encore, après que la Russie a lancé cette opération spéciale, Merkel et Hollande ont reconnu que de toute façon, ils ont signé ces accords pour donner du temps à l'Ukraine pour se armer et se préparer à la guerre contre la Russie. C'est incroyable. Comment voulez-vous qu'après, on a la moindre confiance à nos partenaires occidentaux? Alors, je crois que Poutine a très bien compris. Bon, il me reste la seule façon de défendre ces Russes en Ukraine, c'est intervenir de force. Il a lancé cette opération spéciale, pas une guerre, mais opération spéciale pour venir au secours des Russes qui habitent à l'est de l'Ukraine. Pas aller au-delà. Non, pour nous, c'est toujours une opération spéciale, mais qui s'est transformée en une guerre, puisque maintenant, en fait, c'est une guerre entre la Russie et l'OTAN par les pauvres Ukrainiens interposés. Les Ukrainiens, comme nous, sont les victimes de cette guerre. Ils sont les victimes de cette guerre, puisque cette guerre a été voulue par les Américains pour se débarrasser de Poutine. Et je peux vous expliquer pourquoi. Les forces armées russes, il n'y a pas de mobilisation. Ce sont des gens contractuels qui viennent de leur propre gré se battre en Ukraine contre l'OTAN. Bon, moyennant l'argent, ils signent un contrat, mais il y a 700 000 plus 800 000 d'hommes qui sont venus comme ça pour se porter volontaires à aller au front. Ça montre aussi le soutien de Poutine, de sa politique, par le peuple russe. Les Russes traitent ces informations comme une propagande anti-russe. C'est absolument la même chose, comme dans le miroir, effet miroir. Mais je crois que si vous voulez... Alors j'ai déjà parlé un peu des origines de ce conflit, et je crois que le conflit en Ukraine, la solution de ce conflit, il faut l'inscrire dans un cadre plus large, dans le cadre de la sécurité en Europe. C'est-à-dire qu'il faut construire un nouveau système de sécurité collective en Europe dans lequel tout le monde sera à l'aise, tout le monde sera tranquille, que sa sécurité est assurée. On a vécu cette période pendant un quart de siècle. Après le sommet d'Helsinki en 1975, jusqu'à la fin de l'Union soviétique en 1991, 25 ans, il y a eu ce système en Europe. C'est-à-dire par les traités qui garantissaient la limitation des armes, les inspections, les mesures de confiance, ça marchait très bien. De toute façon, il s'agit d'une dictature. De toute façon, on n'a pas de choix. Ou bien, si tout continue comme aujourd'hui, on se dirige vers une troisième guerre mondiale, et on en parle de plus en plus, librement. Est-ce que ce n'est pas déjà le cas?
Et puis, ou bien, justement, on dit d'accord, on s'accepte et on passe à la coexistence entre différents systèmes. Vous savez, j'ai lu le tweet qu'a envoyé le président Macron au président Trump après son élection. Il a dit « Travaillons ensemble avec vos convictions et avec les miennes, avec respect et ambition. » Voilà la formule. Il faut respecter les convictions de l'autre, il faut le respecter et travailler avec lui. De toute façon, l'Europe ne pourra jamais changer de force la nature de la Russie. Nous avons notre propre culture politique, on a tous les instituts démocratiques qu'on veut, et moi aussi moi quand même, j'ai vécu la moitié de ma vie à l'Union soviétique. Et la France d'aujourd'hui me rappelle beaucoup l'Union soviétique de l'époque, puisqu'il y a la dictature de la pensée unique. En France, c'est la pensée unique. Vous devez dire ce que vous avez entendu à LCI ou ce que vous avez lu dans Le Monde. Si vous dites le contraire, vous êtes un dissident, vous êtes mort socialement. C'est la mort sociale. C'est ça. Est-ce que c'est une démocratie? Non, c'est un État totalitaire de ce point de vue. C'est-à-dire, il ne faut pas entrer dans la matière de la démocratie, puisque je peux trouver beaucoup de choses qui seront déplaisantes, hélas, pour vous. Mais il faut s'accepter tel que nous sommes et vivre en paix. Chacun a ses propres objectifs de croissance antérieure, etc. Au lieu d'essayer d'imposer ses lois, ses valeurs aux autres. Et là, je crois que ce qu'il y a du bien avec l'arrivée de Trump, c'est que d'abord, la victoire de Trump, c'est la défaite des néoconservateurs qui étaient au pouvoir aux États-Unis depuis des années et des années. Et pour qui, justement, Poutine, c'est un homme à abattre. C'était Obama, c'était tous ces gens-là, Biden, Blinken et toute la compagnie. Ils étaient balayés maintenant de la Maison-Blanche. Puis, la deuxième victoire, Trump et les gens qu'il a déjà pressentis pour occuper des postes ministériels, ce sont des gens qui ont des valeurs traditionnelles. Ils sont catholiques, ils ont les mêmes valeurs que nous, les valeurs traditionnelles. C'est-à-dire, la victoire de Trump, c'est la défaite des wokismes qui a été exporté en Europe, on l'a vu plusieurs fois. C'est-à-dire, il y a plusieurs, si vous voulez, éléments positifs qui présagent une évolution positive possible, encore une fois possible, parce qu'il y aura toujours des forces qui voudront ne pas permettre cette évolution. Orlov pointe également du doigt la montée en puissance de la guerre de l'information. Il affirme que dans ce conflit, les narratifs occidentaux et russes s'affrontent dans une bataille sans précédent, brouillant la vérité et alimentant les tensions internationales. Et que dire de l'impact sur les relations entre Paris et Moscou? Selon lui, la confiance entre les deux pays est à son plus bas niveau depuis des décennies. La diplomatie française aurait sous-estimé l'importance de maintenir des canaux de communication ouverts avec la Russie, même dans les moments les plus critiques. Orlov conclut sur une note d'espoir mitigé. Il croit que les grandes crises internationales nécessitent toujours des dialogues courageux, mais il doute que les responsables politiques actuels soient prêts à faire ce pas. Alexandre Orlov, avec son expérience unique, nous offre une perspective sans filtre sur le conflit russo-ukrainien et les défis de la diplomatie moderne. Que pensez-vous de ces critiques envers la France? Est-il encore possible de renouer un dialogue constructif avec Moscou? Dites-le nous en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour des analyses géopolitiques captivantes comme celle-ci.